Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois à ce dernier numéro de webinaire thématique organisé par le réseau phare dans le cadre euh, du dispositif phare projet. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur la thématique de l'ingénierie de formation, plus précisément sur un partage d'expérience de nos partenaires sur comment ils ont fait pour améliorer la conception et la mise en œuvre de leur formation. Donc, comme à l'accoutumée, je dois reprendre un peu le contexte des webinaires thématiques que le réseau phare a organisé pour notamment les nouveaux et les nouvelles qui participent pour la première fois. Donc, le réseau phare en 2022 a lancé un appel à projet à l'endroit des structures des dispositifs de formation dans les 19 pays qui sont membres du réseau phare. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore suffisamment le réseau phare, vous pouvez aussi tout à fait consulter le site. Vous avez toutes les informations là-dessus. Je ne peux pas m'étaler parce que le temps est limité pour aujourd'hui. Donc, je vais parler tout simplement du dispositif phare projet. Donc, en 2022, on a lancé cet appel à projet. Et à travers cet appel à projet, on a pu accompagner 15 structures de formation pour mettre en œuvre leur projet de formation initiale, continue, l'insertion des jeunes sur des thématiques diverses et variées. Pour une durée de 2 ans, donc de 2023 à 2025. Tous les projets ont été achevés fin 2025 et l'année 2026 a été consacrée pour la partie valorisation et capitalisation sur cette expérience dans les webinaires thématiques. Donc, il y en avait 4. Nous, aujourd'hui, on est au 4e et dernier webinaire thématique pour le partage d'expérience de nos partenaires. Et l'objectif global de ces webinaires, c'est pour à la fois donc valoriser les résultats obtenus par ces partenaires et aussi pour partager des pratiques innovantes, des conseils pour en inspirer d'autres. Et pour le réseau phare international, ça nous permet aussi de poursuivre notre rôle d'accompagnateur à l'endroit, enfin, vis-à-vis de ces structures et de jouer pleinement notre rôle de réseau dans le partage des connaissances. Et donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on est autour de partage d'expérience de 4 de nos partenaires de ce dispositif qu'on a baptisé phare projet euh, pour qu'ils puissent nous partager un peu leurs pratiques, leurs outils, démarches autour de la conception et la mise en œuvre de formation. Donc, il ne s'agira pas dans ce numéro, enfin, comme les précédents d'ailleurs, de développer en détail les activités de chaque projet, mais il s'agira plutôt de questionner les démarches, les outils d'ingénierie dans chacun des projets pour en tirer euh, les enseignements, enfin partager des pratiques et des conseils. Et donc, on accueille aujourd'hui Gentil, ils auront encore le temps de se présenter rapidement tout à l'heure, de l'UB-MAFAR, donc l'Union béninoise des maisons familiales rurales au Bénin, sur la formation en entrepreneuriat des jeunes, en entrepreneuriat agricole, pardon, des jeunes ruraux déscolarisés. Aussi, Ridge du réseau Sous, Madagascar. C'est une organisation professionnelle agricole sur la formation des jeunes agriculteurs à la prise de responsabilité et aussi à l'agroécologie. La MOCEFAC, qui est l'association des moniteurs euh, au Cameroun, représentée aujourd'hui par Léon, pour nous parler de leur démarche de capitalisation des outils de formation initiale des jeunes au métier d'exploitant agricole. Et enfin, qui normalement devrait être parmi nous, euh, Inades Formation Togo sur leur projet de rénovation des dispositifs de formation à distance. Donc, ces 4 partenaires intervenants vont donc à tour de rôle nous partager leur expérience autour de questions
qui vont guider un peu leur intervention, axée sur vraiment la thématique de l'ingénierie de formation, sur comment ils ont fait pour améliorer la conception et la mise en œuvre de leur formation. Après cette introduction, ils vont se présenter à tour de rôle et présenter très brièvement aussi quand même leur projet, sans entrer dans les détails. Après cette présentation, ils vont donc entrer dans le vif du sujet à travers, comme je le disais tout à l'heure, à travers la réponse à des questions qui seront posées au fur et à mesure et à tour de rôle, ils vont aussi y répondre. Et à la fin, on se réserve un petit temps, comme d'habitude, même si c'est toujours euh, limité, un temps de questions-réponses avec les participants. Et aujourd'hui, je co-anime ce webinaire plus particulièrement avec ma collègue Marie Bals, ici présente, avec mes deux autres collègues aussi qui sont toujours présentes, Audrey et Marie Picard. Mais Marie Bals, elle interviendra plutôt sur la partie, pour animer la partie sur les questions spécifiques sur l'ingénierie de formation après la présentation des projets. Donc voilà comment ça va se dérouler la séance d'aujourd'hui. Pour les questions, donc comme le précédent, si vous y avez participé, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat. Nous, on regarde les questions, on essaiera d'en sélectionner une série que les intervenants puissent répondre à la fin. Et en fonction du temps disponible, on verra combien de questions on pourra prendre, mais on essaiera de faire au mieux. Voilà, donc je ne vais pas être longue. Peut-être pour finir, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nyondo. Je suis chargée de mission à la direction exécutive du réseau phare et je suis la référente sur le dispositif phare projet. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Gentille de l'UBEMA phare pour qu'elle puisse nous présenter en quelques minutes, plus précisément en 4 minutes, chrono, le projet de formation des jeunes ruraux déscolarisés. Donc, Gentil, à toi la parole. Merci Néando et merci à toute l'équipe de FAB Projet. Ici, c'est l'Union béninoise des maisons familiales rurales du Bénin. Moi, c'est Gentil Onkwevi, je suis la référente pédagogique. Notre projet est intitulé Entrepreneuriat agricole au profit des jeunes ruraux déscolarisés, un tremplin pour une croissance socio-économique durable des territoires. Pour revenir un peu en arrière, les maisons familiales rurales, c'est quoi? C'est des associations à but non lucratif qui proposent des formations par alternance en réponse aux besoins du territoire et avec les acteurs du milieu. En synergie avec les acteurs agricoles, nous développons des formations dans divers domaines agroécologiques, domaines de l'environnement, etc. Donc, dans le cadre du projet, trois problèmes majeurs ont soutenu l'idée du projet. Il s'agit d'abord de l'absence d'un dispositif d'orientation, de formation en entrepreneuriat agricole pour les jeunes ruraux. Il y a le manque de compétences, de techniques dans la production durable et le faible accompagnement à l'insertion des jeunes. Donc, c'est fort de cela que nous avions proposé et ce projet qui est centré sur la mise en place d'un dispositif de formation et insertion par alternance sur 12 mois. Donc, il y a eu 6 mois de formation de tronc commun, 3 mois de spécialisation et puis 3 mois d'accompagnement à l'élaboration de micro-projets. Donc, c'est après ce dispositif de formation que nous avions essayé d'installer des jeunes en maraîchage, en élevage également. Donc, l'objectif du projet, en gros, c'était de développer une offre de formation entrepreneuriale en agropastoral et pour assurer une insertion socio-professionnelle des jeunes. Plusieurs activités ont été mises en œuvre, parmi lesquelles on peut citer l'élaboration d'un curriculum de formation adapté au public que nous avons, la spécialisation des jeunes et la formation à l'élaboration de leur micro-projet, la fourniture de matériel et le suivi accompagné. Au terme de ce projet qui a duré 2 ans, les résultats que nous avions obtenus se décrivent comme ça. Et nous avions pu, sur 60 jeunes inscrits, nous avions pu former 56 jeunes, dont
21 femmes et 35 hommes qui ont pu être installés. Donc, à ce jour, il y a 45 jeunes qui sont en activité, parmi lesquels on peut citer 5 qui sont salariés dans diverses entreprises. Il y a 3 modules de formation qui ont pu être créés et 2 formes d'installation des jeunes et 3 coopératives formalisées qui ont pu être installées. En termes d'effets de changements que nous pouvons noter, il y a la visibilité et le fort ancrage de les MAFA sur le territoire. Les MAFA sont désormais plus connus et plus ancrés sur le territoire. Il y a la formalisation des relations entre les MAFA et les professionnels du métier parce que dans le dispositif de formation par alternance, nous associons des professionnels du métier agricole. Je vais revenir plus en détail sur ça. Après ce projet a impulsé la représentation de l'UB dans le bureau national de la BEFA, qui est un réseau national des acteurs de la formation agricole au Bénin. Et il y a l'ouverture de nouvelles offres de formation dans les maisons. Aujourd'hui, dans presque toutes nos maisons familiales rurales, eux tous ils ont commencé par développer l'agroécologie qui n'était pas forcément une formation mise à part qu'ils avaient l'habitude de faire. Merci. Merci beaucoup, Gentil, pour cette présentation claire, concise et dans le temps. Donc là, je vais passer la parole à Riz du réseau Sou pour qu'à son tour, il puisse nous présenter son projet de formation des jeunes agriculteurs à la prise de responsabilité. Donc, Riz, c'est à toi. Merci Niant pour la parole donnée. Donc pour Ressources, c'est un syndicat qui est présent dans 13 régions du pays. Et donc notre projet au niveau des ressources porte sur le renforcement du poids politique et des ressources au niveau national. Et donc ça concerne plus précisément la formation des jeunes agriculteurs à la prise de responsabilité, puisque déjà nos leaders sont presque vieux et donc il faut préparer la relève. Si on peut passer à la deuxième diapo. Et oui, et donc il y a la carte de Madagascar. Donc l'objectif c'était de de renforcer la prise de responsabilité de jeunes, la formation de conseil d'administration de SOU et de son équipe technique. Et donc, les activités concernent l'analyse de besoins, la construction de parcours de formation pour la formation des responsables paysans, y compris surtout les jeunes. Et donc, les activités concernent, après l'élaboration de parcours de formation, la formation d'une vingtaine de jeunes à la prise de responsabilité, le renforcement des élus, c'est-à-dire notre conseil d'administration de l'équipe technique, l'organisation de formations décentralisées sur l'agroécologie et la gestion de l'eau, et enfin la production d'outils pédagogiques sur les bonnes pratiques en agriculture intelligente face au climat. Et la dernière diapo sur les résultats. Et donc, on a un nouveau parcours de formation élaboré et déployé avec la formation de jeunes et la formation de 20 jeunes à la prise de responsabilité et les formations de 60 jeunes de manière décentralisée sur l'AIC et la division de l'AIC dans différentes régions. Et donc, la capacité des élus et des techniciens aussi ont été renforcées à travers différentes sessions de formation. Et un outil pédagogique sur l'AIC a été élaboré. Quel est l'effet de tout ça par rapport à sous et ses membres? Donc, c'est l'objectif final, c'était l'intégration des jeunes dans les instances de décision de l'OP, puisque les jeunes n'ont pas beaucoup de voix dans les discussions, dans les espaces de concertation. Donc, les jeunes ont été, quand ils ont terminé la formation, plus de 70% ont intégré les conseils d'administration
Il y a aussi le renforcement du poids politique et du sous au niveau national, puisque les conseils d'administration se rajeunissent et les espaces de concertation, la participation de sous a été renforcée et la montée en compétence des jeunes sur l'AIC à travers l'adoption des bonnes pratiques et des techniques en agroécologie et en même temps l'extension de la diffusion des techniques, des bonnes pratiques et des techniques AIC dans différentes régions. Merci. Merci Iris pour cette présentation. Donc maintenant, j'invite Léon de Amosefac au Cameroun pour qu'à son tour, il puisse nous présenter aussi rapidement le projet sur la capitalisation des outils. Léon, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus. La MOCEFAC, il faut déjà dire ici que c'est l'association des moniteurs, c'est-à-dire les formateurs de la phare au Cameroun. Et pendant une douzaine d'années, nous avons utilisé des outils, des démarches et des outils pour former les jeunes au métier d'exploitant agricole. Et cette formation était beaucoup plus conduite en alternance. Et c'est ce qui a fait que nous avons travaillé sur la capitalisation des démarches et outils de formation initiale des jeunes post-primés au métier d'exploitant agricole au Cameroun. Alors, l'objectif de notre projet était justement de caractériser les démarches et outils de la formation en alternance utilisés au Cameroun et de manière spécifique il était question de caractériser les différentes pratiques vécues de l'utilisation de ces démarches outils par les différents acteurs que sont les moniteurs, les référents, les familles et les jeunes. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en alternance, c'est qu'il y avait trois lieux de formation. Il y a trois lieux de formation. Il fallait donc voir tous les acteurs de ces lieux de formation. Là, il fallait caractériser leurs pratiques et leurs vécus. Et en deuxième point, il fallait analyser les données collectées auprès des différents acteurs et enfin capitaliser sur des supports les démarches outils d'alternance mises en œuvre au Cameroun. Vous voyez très bien en bas au niveau des activités menées, la caractérisation des pratiques ici nous a conduit d'abord à élaborer des outils de caractérisation des différentes pratiques. Et ensuite, nous avons conduit des enquêtes et des observations auprès de ces acteurs en situation de travail dans la première partie. Et à chaque fois que nous l'avons fait, nous nous sommes retrouvés donc pour analyser ces données. Pour analyser ces données, nous avons organisé des ateliers de synthèse et d'analyse des données collectées à chaque étape parce qu'il faut dire ici que nous avons travaillé en trois blocs. Il y avait le bloc pratique, le bloc concept et le bloc réflexivité qu'on va vous présenter un peu plus bas. Nous avons donc organisé des ateliers de synthèse. Nous avons également organisé des ateliers de production de supports physiques, c'est-à-dire à chaque étape, dès qu'on finissait l'analyse, il fallait passer, n'est-ce pas, à la production des supports physiques. Vous allez voir tout de suite par la suite qu'il y a eu des guides d'utilisation et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et la capitalisation et la diffusion en a suivi. Donc, aussi, nous avons organisé des ateliers de production de supports et en fin de compte, nous avons organisé un atelier de présentation et de validation de ces supports physiques et numériques par les différents acteurs de la phare. Comme résultat obtenu, comme on vient de le dire, nous avons élaboré 5 guides d'utilisation des bonnes pratiques sur les outils, les démarches et outils sur lesquels nous avons travaillé. Et nous avons aussi produit 4 capsules vidéo sur les mêmes démarches et outils. Vous allez donc voir que sur les 5 guides d'utilisation, nous les avons représentés en capsules vidéo au niveau de ces 4 capsules. Voilà. Et puis au niveau des effets maintenant,
nous avons eu beaucoup d'effets pour dire. Et il y a d'abord eu la lisibilité améliorée de la MOCEFAC en tant qu'association qui porte une certaine expertise en matière d'outils d'alternance. Et nous avons également eu les capacités des moniteurs renforcées dans différents domaines, notamment en matière de capitalisation. La capitalisation ici, il faut dire, elle s'est faite après, c'est-à-dire pas en temps réel, parce que nous avons voulu le faire en temps réel, mais avec l'arrêt des activités dans les centres, nous l'avons fait un peu après. Ça aussi, ça a été un point pour nous. Et puis, dans d'autres domaines, c'était aussi un peu comme la thématique de l'agroécologie. Pendant la présentation des supports, nous avons profité pour travailler sur l'agroécologie. Il faut aussi dire que les capacités de l'association ont été renforcées en matière de gestion d'une subvention, vous savez, avec un système de suivi et évaluation assez rigoureux. Nous y sommes arrivés. Donc, voilà les quelques effets que nous avons voulu bien partager avec vous, parmi tant d'autres, bien sûr. Merci. Merci Léon. Bien sûr, c'est parmi tant d'autres là, on va pas avoir le temps de tout développer. Ça montre aussi la diversité de nos intervenants en termes de type de structure et de projet. En dernier lieu, je vais donner la parole à Sidouane de Inades Formation Togo pour qu'il puisse nous présenter son projet de rénovation des dispositifs de formation à distance d'Inades. Est-ce que tu es avec nous, Sidouane? Oui, Niando, je suis là. Je peux partager mon écran? Ah, En ok, fait, oui, c'est moi qui partage, donc je vais défiler comme ça, c'est plus simple. d'accord. Ok. Nous avons aussi bénéficié de ce projet au niveau d'Inader Formation Togo. Et le projet qui a été mis en œuvre a été intitulé Projet de renforcement et de la rénovation du dispositif d'ingénierie de formation agricole et rurale à distance, et qui a été porté pour 2 ans, août 2023 ou 2025. En plus du financement des réseaux phares, nous avons reçu l'appui de 2 partenaires, euh, notamment le partenaire Miseror et Action Solidarité Tiers-Monde Luxembourg. Donc, ce sont ces 2 partenaires qui se sont joints à l'initiative montée avec le réseau phare qu'ils ont trouvé vraiment très importante. Donc, qu'est-ce qui a été fait au niveau de ce projet? Euh, Le cœur de ce projet consistait à la rénovation de notre dispositif de formation. Il faut dire qu'INADES, depuis sa création, est dans la formation agricole et rurale. Nous faisons notre dispositif de formation intitulé les cours par correspondance, en fait. On élaborait des livres qu'on envoie aux paysans, tome 1, tome 2, et à la fin, le paysan expérimente sur le terrain et puis le paysan, s'il réussit là, son attestation. Donc, c'est les cours par correspondance qu'on organisait. Mais à partir de 90, avec les vents de la démocratie et la libéralisation, il y a beaucoup de structures qui ont quand pas envahi les villages et autres là. Donc, tout le monde est devenu formateur, même quand on ne mettait pas l'ingénierie même de formation, tout le monde organise les gens pour faire formation. Donc, ce qui a fait que le mécanisme a connu un peu de déclin. Donc, nous avons voulu, à travers ce projet-là, relancer un dispositif qui répond vraiment aux enjeux réels, qui est de faire de la formation un, un domaine de transfert de compétences réelles qui répond aux enjeux réels et aux défis du terrain. Donc, nous avons monté ce projet qui consistait à mettre en place un dispositif de formation en ligne adossé à un centre de formation pratique. C'est-à-dire qu'après les cours en ligne, vous allez passer dans le centre de formation. Donc, les principales activités qui étaient prévues dans le cadre de ce projet étaient la, la mise en place du dispositif en ligne, la mise en place du centre de formation avec les salles de formation, les logements, les unités pédagogiques. Et particulièrement, nous avons bénéficié des unités d'élevage de poulets, de petits ruminants, de gros ruminants,
des logements, des unités pédagogiques aménagées pour la production des biofertilisants et le maraîchage. Donc, en plus de cette initiative, il s'agissait aussi d'élaborer des curricula de formation, de définir vraiment les métiers de compétences dans lesquels nous voulons travailler. Monter des vidéos d'apprentissage et puis passer à la formation une fois que le dispositif est mis en place. Donc, c'est les principales activités qui ont été prévues dans le cadre de ce projet pour répondre vraiment aux objectifs qui est de renforcer, de rénover notre dispositif de formation des cours par correspondance qui, entre-temps aussi, a bénéficié des fonds de la CEDEAO pour un processus de capitalisation. Donc, les activités ici sont des recommandations du document de capitalisation financé par la CEDEAO et c'est ce qui donne quand même, ce qui a permis de consolider le projet et ce sont ces activités-là que nous avons développées. Donc, Leandro, tu peux évoluer. Pour les activités, il faut dire que les principales activités, comme je l'ai dit, c'est d'élaborer 5 curricula, mais ici, le processus nous a permis d'élaborer 6 curricula. Nous avons mis en place un centre de formation, nous avons la plateforme de gestion qui est créée, mais qui n'est pas créée dans la dynamique du projet, mais qui est créée dans une dynamique régionale. Ce n'est plus une ADER Formation Togo qui seule porte la plateforme parce que c'est une initiative aussi qui est très coûteuse en matière de gestion. Donc, nous sommes à l'initiative au niveau du secrétariat général du réseau INADES pour porter une initiative qui pourra couvrir tous les pays, les 10 pays d'INADES. Donc, en plus de cette plateforme, nous avons fait les montages vidéo avec les supports pédagogiques en langue locale, en français pour les paysans et lancé la formation de 205 producteurs. L'objectif même de cette formation, de la partie formation, c'est la formation en fait continue, comme nous l'avons dit. Mais ce qu'on a constaté ici, continu et initial, les deux jumelés, ce qu'on a constaté, c'est que comme c'est une action qui est portée, qui est appuyée par plusieurs partenaires, la mobilisation des ressources a connu un peu de difficultés, ce qui a fait qu'on n'a pas lancé le dispositif de formation même tel que prévu. Mais Dieu est dans et ça a été fait, nous avons mobilisé toutes les ressources et on organise un grand lancement de ce centre-là le 29 mai au Togo avec toutes les structures concernées. Il y a aussi la partie, les changements que nous avons constatés. À notre niveau, nous sommes arrivés quand même à travers la conduite du processus de régime de formation à mettre en place un dispositif qui offre une formation ouverte sans distinction, c'est-à-dire que aujourd'hui, les enjeux, c'est le renouvellement des actifs agricoles, c'est le renforcement des capacités face aux nouveaux enjeux, notamment les changements climatiques. Et quand nous prenons les acteurs dans le domaine, ce ne sont pas forcément la réinsertion qui pourra régler ce problème de renouvellement des actifs agricoles parce que la plupart des initiatives de réinsertion n'ont pas réussi. Donc, il faudra faire avec ceux qui sont déjà dans le domaine, mais malheureusement, ce sont des analphabètes. Donc, on ne peut pas conclure la formation agricole, le renforcement du renouvellement des actifs agricoles sans prendre en compte ces acteurs-là. Donc, nous, notre dispositif est élargi et couvre ces acteurs-là, ce qui fait que nous avons une offre de formation ouverte et sans distinction ni de niveau par rapport à la formation. Il y a aussi, nous avons une offre de formation qui est dynamique aujourd'hui, fondée sur les nouveaux défis et les nouveaux enjeux. Dans la conduite du processus, nous avons utilisé l'APC GACUM et avec l'APC GACUM, c'est les professionnels du métier qui posent vraiment les problèmes que connaissent les domaines. Et ce sont ces problèmes-là qui sont transformés en compétences et élaborés avec les curricula. Donc, nous avons une formation qui est dynamique, qui répond à un problème réel sur le terrain. Et avec la charte qui a été élaborée, cette charte nous permet à tout moment de venir puiser des éléments pour construire des curricula une fois qu'on identifiera de nouveaux défis de formation. Donc, on a une offre de formation qui est dynamique et qui est fondée sur les nouveaux défis et les nouveaux enjeux. Le changement aussi, c'est une formation orientée métier parce que nous l'avons dit, la formation aujourd'hui pour le renouvellement des actifs agricoles ne peut pas se faire avec seulement la réinsertion, mais il faut faire avec les acteurs, les analphabètes. Donc, il faut une approche métier qui qui facilite quand même l'assimilation à cette couche d'analphabètes qui ont cette passion pour l'agriculture, qui tiennent aujourd'hui l'agriculture togolaise. Donc,
une approche orientée métier. Donc, ce sont les grands changements que nous avons apportés à notre dispositif de formation aujourd'hui et nous nous en réjouissons par rapport à tout ce processus que nous devons faire la facilité. Nous ne nous connaissons pas au début, mais avec ce processus aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une idée claire dans les dynamiques de réingénierie de formation agricole et aussi dans la proposition des offres de formation organisées, structurées et qui sont concrets par rapport aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis. Oui, vas-y, Niando. Merci, Sidoine. Donc là, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je passe la parole à ma collègue Marie. Si tu souhaites te présenter, je te laisse le faire aussi, Marie. Et après, on peut enchaîner. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça marche. Merci beaucoup, Niando. Non, ça marche pas. Merci beaucoup, Niando. C'était un petit test son, désolé. Donc, Marie Baz, donc, je suis chargée de mission au réseau phare sur les questions d'ingénierie de formation. Donc, c'est pour ça que j'interviens avec Niando aujourd'hui. Un peu plus sur les aspects spécifiques qu'on a souhaité mettre en avant dans ce webinaire phare projet. Donc, déjà, merci beaucoup aux intervenants pour la présentation de leur projet. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment insister sur quelles ont été les démarches et les outils en ingénierie de formation que vous avez utilisés, que vous avez élaborés dans le cadre du projet. On a abordé un certain nombre d'outils déjà dans vos présentations. Et vous avez vu aussi la diversité des projets qu'on a souhaité aussi vous partager aujourd'hui. Comme le soulignait tout à l'heure Niando, hein, on a des projets qui s'adressent à des cibles telles que voilà, pour l'UBMAFAR, des jeunes qui sont déscolarisés, qui vont travailler plutôt sur les dispositifs d'alternance et l'insertion. Un réseau de producteurs, donc le réseau SOU, qui va aussi travailler avec des jeunes, mais plutôt sur les aspects leadership paysan et puis sur des thématiques aussi complémentaires, donc avec des dynamiques un peu différentes de formation plutôt continue. Un projet qui est alors encore un petit peu différent des autres parce qu'il n'y a pas eu de formation en tant que telle. C'est le projet de la MOCEFAC qui est plutôt s'inscrit dans une démarche de capitalisation. Par contre, capitalisation d'outils d'ingénierie, donc qui vont servir aussi à des formations dans un dispositif de formation initiale, formation agro-pastorale, etc. au Cameroun. Donc le dernier, INADES, plutôt dans une démarche aussi de réingénierie de formation à distance qui se faisait traditionnellement plutôt par des cours par correspondance. Et donc où là, voilà, il y a eu tout un travail de réingénierie de ces formations proposées. Donc l'idée là, c'est vraiment de redonner la parole à chaque intervenant pour essayer de creuser quelles sont les démarches et outils qui ont été utilisés. Donc, ingénierie de formation, donc on va parler de curricula, on va parler de référentiels, peut-être de plans de formation, parfois aussi des aspects pédagogiques. Donc là, voilà, à voir en fonction des projets et peut-être aussi aborder les constats qui ont amené donc les différents porteurs de projets à élaborer ces outils dans ce cadre-là. Donc, on va redonner la parole d'abord à Gentil pour l'UBMAFAR pour répondre à ces deux premières questions. Ok, merci Marie. Vous me recevez? Oui, c'est bon. Vas-y. Ok. Donc, dans le cadre de notre projet, une démarche structurée d'ingénierie de formation a été mise en place afin d'adapter les dispositifs des maisons aux besoins des jeunes et aux réalités des territoires. Donc, parmi les démarches, nous pouvons parler de la réingénierie des dispositifs de formation qui est un modèle de restructuration du dispositif qui a permis d'adapter les offres de formation qui existaient aux enjeux du territoire et aux besoins des jeunes déscolarisés. Il faut dire que les jeunes déscolarisés, ils ont été
ils étaient déjà passionnés du domaine agricole ou ils étaient déjà dans le milieu, dans le domaine agricole. Donc, nous avions fait une réingénierie de formation pour pouvoir réadapter les offres que nous avions dans les maisons et aux différents enjeux des territoires locaux. À part ça, nous pouvons parler d'un diagnostic territorial qui a permis d'identifier les filières porteuses de chaque territoire parce que le projet a intervenu dans les milieux de Candy, dans le plateau et puis dans le zoo. C'est des milieux distincts et qui présentent des pôles de développement agricole différents. Après, nous avions développé une approche par compétences qui a été centrée sur l'identification des professionnels qui pouvaient accompagner les jeunes dans la phase de formation. Après, il y a eu la formation des formateurs, je dirais, de tous les acteurs qui étaient impliqués dans le dispositif de formation. Après, il y a eu la phase de spécialisation des jeunes que nous avions fait sur 3 mois dans un centre d'incubation pour renforcer la formation et pour faciliter l'insertion des jeunes. Après ça, il y a eu l'alternance qui est vraiment essentielle dans le développement de l'approche par compétences qui combine et la formation au centre et l'immersion pratique des jeunes dans le milieu agricole. Après, nous pouvons parler également de la valorisation des ateliers pédagogiques qui occupent une place importante dans la phase d'apprentissage des jeunes lorsqu'ils sont en phase théorique au niveau de la maison familiale rurale. Également, il y a des partenariats entre la MAFA et les professionnels du métier qui ont permis d'assurer la phase de formation des jeunes. Il y a le système de suivi, évaluation et l'accompagnement post-formation. Donc, c'est un peu les démarches que nous avions mises en place dans le cadre de ce projet. Et comme outil, nous pouvons citer les curricula de formation modulaire et des plans d'études et les plans de formation, des scénarios pédagogiques et des supports techniques et didactiques. À la question de Marie qui est quels sont les constats de départ qui nous ont amenés à élaborer ces outils. Et dans un cadre général, nous pouvons dire la situation de départ est que la formation agricole non diplômante au Bénin manque de référentiel national harmonisé. Vous allez voir que les acteurs sont souvent isolés et sont peu coordonnés. Donc, c'est ce qui nous a permis de mettre en place ce dispositif de formation insertion. Et on peut noter également comme constat l'inadéquation des formations existantes avec les besoins du marché local, notamment en lien avec les filières porteuses de chaque milieu. Et on peut parler également du faible niveau de qualification des jeunes nouveaux déscolarisés parce qu'ils sont exclus du système de formation classique. Il y a également l'insuffisance de structuration des contenus de formation parce qu'ils ne sont pas harmonisés. Chaque acteur, chaque OSC est dans son domaine et ne va pas vers l'autre, on peut dire ça comme ça. Il y a également l'approche pédagogique qui reste encore peu théorique. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur les ateliers pédagogiques et puis l'alternance avec les professionnels du métier qui sont déjà dans le milieu. On peut citer également le besoin de renforcement de capacité des formateurs, surtout dans le domaine de l'agroécologie. Merci. J'ai répondu aux 2 questions. Merci beaucoup, Gentil, pour ce premier témoignage sur ces 2 premières questions. On va passer tout de suite au suivant, donc avec le réseau Souffle. Donc, Rige, on te laisse la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole donnée. Pour les sous les démarches, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a le volet agroécologie et on s'est focalisé aussi sur l'autre aspect, sur la formation des jeunes, la prise de responsabilité qui est la plus importante pour nous. Donc, la démarche et les outils, c'est que comme soit déjà commencé depuis quelques années la formation, surtout pour les leaders dopés, aussi bien les jeunes ainsi que les administrateurs ou les élus déjà en poste. Donc, c'est que on a analysé les besoins des élus, les besoins de futurs leaders surtout, quand ils assureront
leurs responsabilités. Et donc, on a organisé des ateliers, des échanges pour identifier, pour mettre à jour un peu, identifier vraiment leurs attentes quand ils sont devenus des responsables. Donc, on a commencé par des analyses de besoins à travers des ateliers qui ont réuni à la fois les jeunes, des élus et des techniciens. Et donc, ça nous a permis de construire avec la mobilisation de personnes ressources extérieures d'un nouveau parcours de formation qui a été rénové avec 8 modules de formation et 4 champs de compétences. Et donc, c'est en quelque sorte une mise à jour de notre parcours de formation, surtout pour les leaders paysans. Par la suite, on avait constaté que il y a des activités corollaires qu'on devrait faire aussi en matière d'ingénierie, puisque si on n'a pas vocation de former directement les élus, il n'y a pas de techniciens qui font ça, mais on travaille avec des centres de formation partenaires et des CFAR pour réaliser la formation. Et donc, il a été nécessaire d'introduire l'approche APC pour former l'équipe en interne dessous, pour former les formateurs dans les centres de formation partenaires. Et donc, par la suite, il y avait l'élaboration des fiches pédagogiques, c'est-à-dire des scénarios, puisque les parcours de formation n'est pas suffisamment détaillé et il ne tient pas compte de l'aspect sur l'APC. Et donc, c'est pourquoi qu'il y a l'élaboration de 10 modules de fois des fiches correspondant aux quelques modules de formation pour mettre vraiment en pratique l'APC dans la fiche, dans les différentes fiches et faciliter les actions des formateurs après. Et donc, il faudra aussi former l'équipe en interne dessous sur les suivis post-formation et sur la collecte de données par rapport à l'accompagnement de la formation après, surtout la formation de jeunes, la prise de responsabilité. Sur le volet agroécologie, il a été question d'élaborer des livrets pédagogiques en AIC. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que il y avait une étude sur vraiment les pratiques agroécologiques qui s'est fait dans les zones où sont promues déjà l'agroécologie. Et donc, c'est partir d'identification et des recensements des bonnes pratiques et des pratiques agroécologiques effectuées par, par les jeunes et par les producteurs que le livret a été élaboré. Et donc, le constat de départ, c'était pour nous, c'est que notre parcours de formation ne répondait plus vraiment aux enjeux agricoles, puisque les enjeux ont beaucoup changé surtout pour soi en tant que syndicat qui assure la défense des intérêts des producteurs. Et donc, on a constaté aussi que pour les nouveaux parcours, pour bien appliquer l'APC, il faut élaborer des fiches pour compléter les parcours de formation en intégrant l'APC. Et pour l'adoption de l'agroécologie, les livrets, les supports en AIC, on a constaté que les outils que nous avons utilisés auparavant ne sont pas synthétiques et donc c'est pas facile pour les jeunes ou les producteurs qui voudraient se lancer dans l'AIC de les utiliser. Et donc, ce constat de départ nous a amené à travailler sur des démarches et des outils en matière d'ingénierie de formation. Merci. Merci beaucoup, Rich, pour ce deuxième témoignage. On va passer tout de suite, voilà, ça passe un peu vite, à la MOCEFAC. Merci, Léon. Tu peux enlever.
Vas-y, Léon, hein. Léon, on t'entend pas, je sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'il y a eu une déconnexion. Marie, tu le vois? Non, attends. Non, elle n'est pas dans la salle d'attente. Ouais. Ben, on va peut-être passer alors à Sidoine, à Inades Formation, et on reviendra sur la Mocéfac juste après alors. Sidoine? Peut-être dire avant qu'il y a quelqu'un qui écrit sur Je suis là. Merci beaucoup. Je peux aller? Oui, oui, vas-y. D'accord. OK. Au niveau d'Inados, comme je l'avais annoncé, nous avons procédé à l'élaboration de ces curricula. Et au début, c'était prévu l'actualisation en réalité des curricula. Mais parce que ces curricula-là existent, les personnes ressources qui ont été associées à l'événement ont jugé bon de reprendre totalement le processus, ce qui a fait que nous sommes obligés de reprendre le principe par la mise en place, l'élaboration, la constitution d'une charte de compétences qui répond vraiment aux enjeux, qui prend en compte tout ce qu'on a comme besoin au niveau du développement de l'exploitation agricole au niveau du Togo. Donc, nous avons élaboré la charte de compétences de l'exploitant agricole et c'est à partir de cette charte-là, avec l'approche d'ACUM, la PC d'ACUM, qui demande à ce que ce soit les professionnels du domaine qui portent l'initiative. Donc, c'est eux qui connaissent les besoins, les enjeux, les défis. Donc, c'est à travers ces professionnels-là, il y a les chercheurs, les universitaires, les paysans, les organisations paysannes. Donc, ensemble, on a mis en place ces chartes-là et à partir de ces chartes, nous avons reconstitué les métiers. Et c'est à travers les métiers-là que nous sommes parvenus à mettre en place des curricula qui permettront quand même de former de façon globale un professionnel dans ces métiers-là. Donc, de façon ramassée, avec la PC d'ACO, nous sommes arrivés à définir les profils pour constituer la charte de compétences. Et à partir de la charte de compétences, nous avons développé les curricula. Donc, comme je l'ai dit au début, c'était 5 curricula, mais la charte nous a permis rapidement d'évoluer avec ces curricula parce que quand on analysait les enjeux, on s'était dit aujourd'hui qu'il y a un problème par rapport à la gestion des fermes. Il y a beaucoup d'investissements au niveau des fermes. Il y a beaucoup de retraités qui veulent investir dans les fermes, mais ce qu'on appelle ouvriers de ferme agricole n'existe plus. La plupart des jeunes qui sont formés se disent techniciens. Or, technicien veut dire qu'on ne veut pas mettre la main en fait. Alors que nous avons des écoles de formation pratique qui forment dans ces domaines-là, même malheureusement, les jeunes font sortir se disent des ingénieurs. Donc, il faut former les ouvriers agricoles, ceux qui se reconnaissent ouvriers agricoles, pour quand même donner une chance à la réussite de ces investissements-là que nous constatons ces derniers temps au niveau du pays. Donc, ce qui a fait qu'on a scindé, il y a l'ouvrier de ferme production agricole, l'ouvrier de ferme production végétale, alors qu'avant c'était mis seulement l'ouvrier de ferme. Donc, nous sommes, au lieu de 5 curricula, nous sommes parvenus à 6 curricula. Les autres curricula, c'est le maraîcher agroécologique, l'aviculteur, l'apiculteur, le gestionnaire des exploitations agricoles. Donc, ce sont ces curricula-là qui sont élaborés. L'autre élément que je peux ressortir ici aussi, en plus de ce processus-là, nous avons développé le centre d'application pédagogique. Le centre d'application pédagogique est directement en lien avec les curricula développés. Les unités pédagogiques montées au niveau de l'apiculture tiennent compte de tout ce qui est mis dans la charte de compétences, c'est-à-dire que les profils qui composent les compétences que nous avons développées. Donc, on a tout fait pour reconstituer en fait les profils qui constituent le corps des métiers au niveau de l'unité pédagogique mise en place au centre. Ce qui fait qu'un jeune qui suit les cours va retrouver le même processus de façon pratique sur le terrain, ce qui facilite une synergie, un lien direct entre la compétence transférée par l'approche formation et la compétence par l'approche pratique sur le terrain.
Aussi, pour faciliter, comme je l'ai dit, l'assimilation de ces cours, nous avons ajouté le montage des vidéos. Et pour ça, je tiens à remercier le réseau phare qui nous a aidé beaucoup dans l'acquisition de l'équipement qui nous permet aujourd'hui facilement de tenir quand même le suivi sur le terrain à distance et aussi de monter les vidéos nous-mêmes sur le terrain. Parce qu'au-delà de l'acquisition, il y a aussi une ligne qui nous a permis de nous former. Donc, nous avons aussi ces vidéos qui sont formées, qui permettent quand même aux paysans déjà qui ne sont pas forcément inscrits au centre d'avoir des vidéos d'apprentissage sur ces métiers-là. Comment faire l'agriculture, comment faire l'aviculture, comment on devient maraîcher agroécologique. Donc, il y a ces éléments-là, ces vidéos-là qui sont montées en langue locale. Donc, ce n'est pas forcément que l'apprenant doit arriver au centre, mais au-delà de ceux qui ont la possibilité d'être au centre, nous œuvrons aussi pour que tous ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture puissent bénéficier de ce dispositif que nous avons mis en place. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à notre dispositif de formation. Merci beaucoup, Sidoine, pour ce témoignage. Alors, il me semble que Léon nous a rejoint. Est-ce que c'est le cas, Léon? Si tu peux confirmer. Oui, bonjour à tous. Je suis Virginie Samba, membre du comité de pilotage de la MOCEFA. Pour capitaliser ces démarches et outils, nous avons élaboré les outils d'analyse des pratiques professionnelles, qui sont les guides d'entretien des acteurs, les grilles d'observation des acteurs. Nous avons également élaboré les canevas d'un guide de bonne pratique et d'un scénario vidéo. La formation initiale des jeunes postes primaires était conduite en alternance sur 3 pôles et 3 temps, mais liés pour garder le lien continu, progressif et uniforme dans la construction des capacités. Dans la boule en partie de couleur orange du schéma, nous avons 2 pôles appelés milieu socio-professionnel, qui est constitué des exploitations et de la famille. Et le temps des apprentissages, donc le bloc pratique. Les démarches et outils caractérisés étaient le questionnement. Donc, nous avons fait l'élaboration et nous l'avons élaboré et nous l'avons utilisé. La transmission du geste professionnel, l'évaluation de la progression des apprentissages par les moniteurs. Et dans la partie en bleu du schéma, nous avons le 3e pôle de ces 2 temps, à savoir la conceptualisation et la réflexivité. Les démarches et les outils caractérisés étaient l'entretien d'explicitation qui se faisait lors du tutorat. Il y avait les mises en commun, le rapport de synthèse de mise en commun, l'élaboration du guide d'animation pédagogique, les animations de séances de formation, les animations de séances de réflexivité. Et dans la boule en partie de la boule verte, nous avons les autres démarches et outils en lien avec la formation des jeunes d'une promotion, à savoir le recrutement des apprenants, le positionnement, l'organisation de la formation avec les plans stratégiques de formation, l'évaluation de la formation. Nous avons 5 constats qui nous ont amenés à élaborer ces outils. Le premier constat, c'est la rénovation du dispositif de formation et d'insertion des jeunes au Cameroun, qui a touché toutes les ingénieries de formation agricole. Deuxième constat, c'est le dispositif rénové de formation et d'insertion piloté par le programme AFOP, a été mis en œuvre dans 88 centres agro-pastoraux. Le troisième constat, c'est les nombreux démarches et outils produits par le dispositif rénové sont restés non consolidés ni publiés depuis 2009. La suite, c'est dans une logique de réflexivité, option de capitaliser ceux relatifs à l'alternance en formation initiale des jeunes,
dans une perspective d'installation durable. Et cinquième constat, pour tout processus d'élaboration des démarches et outils, il est nécessaire de mettre en place un système de capitalisation. J'en ai terminé. Merci beaucoup pour ce dernier témoignage là sur cette première salve de questions. Donc, bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi déjà des points communs un petit peu hein, sur les différentes démarches qui ont été utilisées dans les différents projets et puis sur un peu les outils aussi qui ont été mis en place pour voilà, des constats aussi qui peuvent être un peu partagés. Donc, de mon côté, j'avais noté notamment tout ce qui est approche par compétence. On voit que c'est une approche qui est partagée par plusieurs acteurs et qui permet aussi de mobiliser les professionnels dans la démarche d'élaboration et de réflexion et d'amélioration des formations. Également, l'ancrage territorial, le diagnostic des besoins. Donc ça, c'est vrai que c'est une démarche qui a été euh, beaucoup mise en avant aussi par les différents intervenants. Et aussi, peut-être une autre démarche qui est commune, c'est vraiment le fait de former en continu aussi les formateurs qui sont impliqués dans ces dispositifs et à travers de la formation, mais aussi à travers des démarches de capitalisation comme a pu faire la Mocefa qui nous a présenté juste en dernière intervention. On voit aussi au niveau des outils, voilà, on a parlé de curricula, on a parlé de scénarios pédagogiques, de supports pédagogiques. Donc ça, c'est aussi des outils à différents niveaux d'ingénierie qui sont mobilisés par les acteurs. Et bon, on verra par la suite, mais on a encore du travail à faire avec les porteurs de projets, justement, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on y met concrètement derrière et pouvoir aussi peut-être tirer des enseignements et produire des outils un petit peu génériques qui pourraient servir à une plus large gamme d'acteurs au sein du réseau phare. En termes de constat, peut-être juste revenir sur, vous avez évoqué parfois des référentiels qui étaient non harmonisés au niveau des pays. Donc, je me souviens notamment de Gentil au Bénin qui évoquait ce sujet-là. Ça a été le cas pour d'autres expériences. Les besoins d'adaptation des formations. euh, au territoire, aux besoins réels en fait des formés, que ce soit en formation continue, en formation initiale, et puis aussi ce besoin d'actualiser les démarches et les outils pédagogiques, voilà, qui parfois sont désuets, datent un petit peu, qui parfois demandent aussi des adaptations, par exemple au numérique, dans le cas de Inades Togo. Voilà, bon, après, c'est des processus évidemment qui prennent du temps, mais les phares projets ont permis de lancer beaucoup de réflexions sur ces améliorations de démarches et outils. On va passer donc, à la deuxième salle de questions un petit peu plus dans une position de réflexivité. Qu'est-ce que vous avez appris sur ces processus de construction de ces outils, de mise en œuvre de ces démarches? Et qu'est-ce qui est pour vous l'outil ou la démarche incontournable dans le cadre de l'ingénierie de formation agricole et rurale, soit formation initiale, soit formation continue en fonction des projets? Je repasse la parole à Gentil. Donc là, je pense on va être peut-être un petit peu plus succinct sur ces deux dernières questions. Mais voilà, on est dans le timing, donc c'est parfait. Merci, Gentil. Merci, Marie. Bon, à la question de qu'est-ce que nous avions appris de ce processus, nous pouvons dire qu'il y a l'importance d'une approche participative et l'implication des formateurs, des bénéficiaires, des professionnels est vraiment essentielle pour garantir la pertinence et l'appropriation des outils. Il y a également la nécessité d'adapter le contenu des modules de formation aux réalités des territoires et à l'évolution des filières.
Il y a également la valeur de l'approche par alternance. Elle est très significative pour nous parce qu'elle permet aux jeunes déjà de vivre de son métier et d'apprendre plus efficacement que s'il était uniquement dans les quatre coins, dans les quatre murs, dans les centres de formation. Donc, l'approche pédagogique par alternance est très essentielle dans un dispositif de formation agricole rurale. Il y a également le rôle central du renforcement de capacité des formateurs, qui est une condition indispensable pour assurer la qualité des formations. Il y a l'intérêt de la spécialisation des jeunes, qui facilite énormément l'insertion des jeunes. Nous pouvons également parler de l'importance des ateliers pédagogiques qui constituent pour nous des leviers d'apprentissage concret et de professionnalisation. Également, l'importance des partenariats avec les acteurs locaux du territoire. C'est très essentiel pour accompagner la formation et accompagner ou bien pour faciliter l'insertion socio-professionnelle du jeune dans le territoire. Il y a également la nécessité d'un accompagnement post-formation et l'utilité d'un dispositif de suivi-évaluation. Quant à la question, quel est l'outil que nous pensons incontournable dans le diagnostic, dans l'ingénierie de formation? Moi, je peux parler d'un diagnostic participatif pour pouvoir identifier les besoins des jeunes et aux enjeux du territoire. Il y a également l'approche par compétences couplée à des formations par alternance, l'implication des professionnels dans le dispositif de formation et la valorisation des ateliers pédagogiques. Merci, Marie. Merci beaucoup, Gentil. Alors, on va passer directement au réseau sous sur ces deux questions. Oui, sur cette question, qu'est-ce que soit appris de la démarche d'ingénierie? Donc, tout d'abord, c'est que l'implication des bénéficiaires est vraiment important. Ce qu'on a constaté, puisque les ateliers, que soient dénommés les paysans, c'est des ateliers qu'on a utilisés lors de de l'élaboration des parcours de formation de leaders, des leaders paysans, des jeunes surtout. Donc, c'est vraiment important puisque ça a permis de révéler les besoins réels au-delà de perception de nous en tant que techniciens. C'est-à-dire que quand on implique les bénéficiaires, on a bien recensé vraiment leurs attentes en termes de compétences pour mieux construire les parcours de formation. Et ce qui est important aussi, c'est que comme déjà évoqué tout à l'heure, c'est euh, l'approche participative, c'est-à-dire que les conseils d'administration, nos administrateurs ont été impliqués et donc ça garantit l'appropriation surtout des outils, des parcours de formation qui a été élaboré. Et l'autre point, c'est que l'APC seul ne suffit pas, mais nous avons constaté aussi en plus que qu'il faut concevoir aussi des dispositifs de suivi-évaluation et d'une formation des formateurs qui vont qui vont déployer les parcours de formation après pour faire les sessions. Et le dernier point, c'est la simplicité de ce type pédagogique est vraiment important pour une meilleure appropriation par rapport aux outils trop volumineux. On a constaté que des petits livrets sont vraiment plus pratiques pour l'adoption de l'agroécologie. Et donc, l'outil incontournable, c'est l'APC. C'est vraiment un socle de notre ingénierie de formation. La formation des formateurs et les dispositifs de suivi-évaluation pour pouvoir, dans le temps, mettre à jour les parcours ou collecter les informations sur la mise en pratique et sur les retours de bénéficiaires des sessions de formation. Et donc, le dernier point, c'est de disposer des outils pédagogiques simples et adaptés aux besoins de terrain. Merci beaucoup. Merci, Rich, pour cette
cette intervention, on va passer à Léon ou quelqu'un d'autre de l'équipe projet de la MOCEFAC. Le micro est coupé. Ah, le micro est coupé, on ne vous entend pas. Vas-y. Ah, OK. C'est bon. Oui, pendant le processus de mise en œuvre du projet de capitalisation des démarches et outils, nous avons appris beaucoup de choses, entre autres, la gestion et la mise en commun, la synthèse et conservation d'un grand volume de données collectées auprès des différents acteurs. Nous avons aussi appris la découverte de la diversité d'appropriation et d'utilisation de certaines démarches et outils par une minorité d'acteurs, donc par l'élaboration et l'utilisation du questionnement, la récupération des vécus. Nous avons également la manipulation du tableau de bord, du suivi, évaluation du projet. Et nous avons aussi appris la construction des supports de capitalisation, des demandes, des compétences nouvelles, dont la rédaction des guides, le montage des capsules vidéo. Et selon nous, les outils ou les démarches qui sont incontournables dans l'ingénierie phare, nous avons les outils, donc le questionnement et la mise en commun. Le questionnement et la mise en commun sont des outils incontournables car ils permettent d'établir la situation de référence sur laquelle les capacités sont construites. Il y a également l'outil de l'analyse des pratiques professionnelles qui est incontournable dans ce genre d'exercice de capitalisation. Merci. Merci beaucoup à la MOCEFAC pour ce témoignage. Donc, on va passer au dernière expérience, dernier projet, donc Inades Togo. Et puis, on fera un petit mot de synthèse avant de passer aux questions et échanges avec les participants. Merci, Sidoine. Merci. Au niveau d'Inades Formation Togo, nous avons appris de façon réelle comment monter un dispositif de formation qui tient compte des enjeux. Ça, c'est une réalité. Nous avons aussi comment développer des modèles de formation inclusifs qui prennent en compte tous les acteurs, que ce soit les jeunes, les personnes handicapées, les jeunes scolarisés ou non scolarisés. Ça, c'est une leçon que nous avons, c'est une expérience que nous avons aussi aujourd'hui. Je joins également ma voix un peu sur un élément, la force de la synergie des acteurs. Nous avons appris que avec la synergie des acteurs, il y a à la fois la pertinence et l'importance de la synergie des acteurs dans la conception des modules de formation ou bien des offres de formation. Donc, c'est un axe très important que nous avons découvert au cours du processus de développement des curricula. Et il y a aussi la capacité de transformer les défis et les enjeux en formation ou bien en compétences. Ça aussi, avant, il suffisait juste d'aller sur Internet, on veut former en bokashi, on veut former en élevage, sans savoir que la manière de transférer aussi doit répondre à un besoin réel pour susciter l'engouement chez l'apprenant. Donc, ou bien pour répondre à un besoin qui permet à l'apprenant de s'insérer facilement. Nous avons découvert aussi dans le processus de montage de notre dispositif de formation. Il y a aussi la capacité de mettre en place des curricula dynamiques. Nous avons découvert que, en fait, les offres de formation ne doivent pas. Donc, c'est des processus, c'est des documents qui doivent être dynamiques, qui évoluent en fonction des enjeux, qui doivent être actualisés en fonction des enjeux. L'autre élément aussi, c'est la pertinence de la PC d'ACOUM. Aujourd'hui, nous partons de la certitude que la PC d'ACOUM permet aujourd'hui de sortir réellement des approches de formation orientées métier. Ça permet de répondre déjà, de développer des dispositifs qui, à la fin, permettent à l'apprenant de dire que oui, je suis bon dans tel domaine, je me professionnalise dans tel domaine. Et l'autre élément qui, malheureusement, n'est pas positif aussi, que nous avons découvert aussi, c'est la complexité de la PC d'ACOUM qui est très fastidieux et très coûteuse. Ça, c'est une réalité que nous ne maîtrisons pas.
Donc, c'est au moment, au cours du développement du projet que nous avons compris qu'au fait, il faudra vraiment maîtriser le projet, se préparer en termes de temps, de coûts, aussi d'autres facteurs pour pouvoir déployer l'APC d'Akoum. Donc, ce sont les éléments phares que nous avons tirés comme leçon au cours de ce processus que nous avons conduit. Merci. Merci Fidouane. Tu veux revenir sur l'incontournable ou on poursuit? Bon, c'est bon. Ok, merci beaucoup à tous les... Donc, oui, Sidoine? Allô? Oui. Oui, le dernier élément, hein, moi je dis que peu importe la complexité de l'APC d'Akumo aujourd'hui, après avoir expérimenté d'autres modèles, le modèle francophonie, notre dispositif de cours par correspondance, je me dis aujourd'hui, en fonction des enjeux de formation sur le terrain, nous avons besoin de former des gens pour répondre à des nouveaux enjeux, que ce soit de changement climatique, de réinsertion et aussi de renouvellement des actifs agricoles. Il faudra faire avec. Donc, c'est un élément très incontournable aujourd'hui pour répondre aux nouveaux défis qui s'imposent à l'agriculture. Et aussi, j'ai fait un peu d'erreurs culturelles qui doivent être intégrées à un dispositif pédagogique pratique. À la fin, nous devons arrimer les curricula, les cours sur les dispositifs pratiques qui permettent quand même de faire un lien direct entre ce que nous donnons comme cours et ce que ça peut donner comme résultat pratique sur le terrain, ce qui permet de développer une approche de formation inclusive et qui prend en compte tous les acteurs, comme je l'avais cité. Donc, moi, j'ai cité ces deux éléments qui sont très incontournables pour les formations initiales et les formations continues. Merci. Merci beaucoup, Sidoine, pour ces derniers éléments. Peut-être avant de passer aux questions, juste revenir un petit peu sur tout ce qui nous a été partagé là sur la troisième et la quatrième question. On voit effectivement que voilà, ce que vous faites ressortir de vos présentations, c'est l'importance d'avoir des dynamiques de construction et de démarche collective dans ces projets et en particulier pour développer des outils d'ingénierie. Donc avec l'implication des professionnels, des publics cibles, des formations, et c'est ce qui fait la force, ça a été dit, aussi de la synergie des différents acteurs dans la conception de ces offres. Je voulais revenir aussi sur l'importance du suivi-évaluation. Ça, c'est un aspect qui est ressorti aussi dans les différentes expériences pour avoir une idée aussi de finalement la pertinence des formations sur le terrain et de leur impact. D'autres éléments peut-être un peu plus spécifiques qui sont ressortis, l'importance de la simplicité des outils pédagogiques qui sont élaborés dans le cadre des projets en fonction des publics ciblés, des dispositifs parfois basés sur l'alternance. En tout cas de renforcer le lien entre pratique et théorie, même si c'est pas forcément inscrit dans le vocabulaire, on va dire, alternance. Et aussi l'enjeu de développer des compétences spécifiques en fonction des démarches, que ce soit sur l'approche par compétences, que ce soit dans les démarches de capitalisation sur la gestion de données, sur le montage de vidéos. Donc ça peut être dans une démarche de capitalisation, ça peut être aussi dans une démarche de création de support pédagogique, donc qui demande des compétences spécifiques. Et peut-être juste un dernier mot pour finir, je trouve, il y a beaucoup ont souligné l'importance et le pourquoi, enfin, finalement, ces projets ont eu lieu et notamment la nécessité d'actualiser, adapter les parcours de formation dans une démarche, en fait, d'amélioration continue de ces dispositifs. Voilà, on a des offres qui existent depuis longtemps, on a des partenaires là qui font de la formation dans le domaine agricole et rural depuis longtemps, mais toujours cette nécessité de s'adapter aux nouveaux enjeux et aux défis, notamment que ce soit sur les changements climatiques, le renouvellement des générations, ça a été beaucoup cité par INADES notamment.
Par contre, effectivement, toutes ces démarches et cette réingénierie, elles demandent aussi du temps et des ressources. Voilà, on a eu la chance de pouvoir proposer d'accompagner ces structures dans le cadre de Phare Projet et on espère que ces appuis pourront continuer aussi avec aussi d'autres partenaires et d'autres bailleurs. Voilà, merci beaucoup. Je laisse du coup la parole à Nyando qui va revenir sur certaines questions qui ont été identifiées dans le chat et on va pouvoir aussi vous redonner la parole pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci Marie, merci pour nos quatre intervenants et intervenantes pour ce partage très riche. Alors, juste avant de passer aux quelques questions posées dans le chat, je me permets de mettre ce diaporama pour vous partager un peu les ressources du réseau phare disponibles déjà et à venir pour certains sur la thématique de l'ingénierie de formation. Donc, on a un phare théma spécifique sur l'ingénierie de formation que vous pouvez consulter sur le site. Euh, Aussi des articles, enfin plutôt par rapport à Phare Actu, si vous êtes abonné, que vous pouvez consulter sur cette thématique. Et le troisième point, et qui répond aussi un peu en partie euh, les questions qui sont posées sur le chat, c'est que dans le cadre de Phare Projet, comme je le disais en introduction, on est dans une phase de capitalisation, enfin, de partage d'expérience et de capitalisation de l'expérience. Donc, il y a un atelier en présentiel au mois de mai, enfin, dans le cadre de ce processus de capitalisation, où on va aussi travailler, va réfléchir ensemble avec nos porteurs de projets. Bon, ils ne le savent pas encore, mais c'est un avant-première, euh, pour travailler sur la mise en place d'une sorte de boîte à outils, justement, pour recenser toutes ces ressources et ces outils qui ont été produits dans le cadre des phares projets. Donc là, en l'occurrence, on a les quatre intervenants, mais ils sont 15, donc il y aura il y aura d'autres productions et qui seront euh, travailler pour, enfin, on va réfléchir ensemble pour réfléchir pour la mise en place de cette boîte à outils qui sera par la suite diffusée. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur comment on va avoir les livrets, etc. Donc ça, c'est un peu un élément de réponse. Et par contre, je vais peut-être quand même donner la parole à Riz parce qu'il y a une question un peu spécifique par rapport à ça sur le livret AIC. Donc Riz, si tu as une réponse à apporter par rapport au livret qui a été produit par Sou, je te donne la parole. Oui, merci Niand. Le livret qui a été produit par Ressourceux, c'est des recueils de, comment, des bonnes pratiques. C'est-à-dire que il y a déjà des différents outils qui ont été élaborés par différents partenaires, mais à travers les études qu'on a déjà fait sur le terrain, qu'on a identifié parmi les recueils d'outils d'illustration des bonnes pratiques en agroécologie. C'est ça qu'on a recensé et intégré dans un petit livret. Il n'y a pas vraiment beaucoup de textes, hein, mais juste des messages clés avec des illustrations. Mais on n'a pas conçu quelque chose de nouveau, mais on a recensé des fiches pédagogiques qu'on trouve très pertinentes et qu'on a vérifié auprès de nos cibles que c'est vraiment l'outil approprié, correspond aux attentes de nos producteurs, surtout en agroécologie. C'est ça le livret, c'est un A5 avec beaucoup d'illustrations, mais pas de beaucoup de textes et de contenus trop techniques. Merci Mm. beaucoup. Mais peut-être que c'est important aussi que tu précises un peu la langue parce que de mémoire, c'est en malgache. Ou est-ce qu'il y a une traduction? Parce que la question, c'est plus de savoir si c'était consultable et de quelle façon, entre autres. Oui, et donc c'est un malgache, mais par contre c'est facile et compréhensible puisque d'abord c'est
C'est les photos et c'est les illustrations qui sont beaucoup plus mises en exergue dans les petits livrets. Et s'il y a des appuis, puisque quand nous avons conçu ces livrets, c'est que qu'on a demandé aussi l'autorisation de toutes les structures qui ont élaboré comment les recueils. Et donc, avec l'appui du réseau phare, nous pouvons comment des textes en français pour faciliter la compréhension pour tout public et pour les membres du réseau. Merci. Merci, Rit. Une question qui est plutôt pour Gentil. Il y a quelqu'un, donc au nom de Koei Expedit, qui souhaiterait savoir les zones d'intervention de l'UB-Mafar et les conditions pour collaborer avec vous. Donc, Gentil, si tu veux bien répondre. Ok. Et donc, les maisons familiales rurales existent dans 5 départements du Bénin. Il y en a à Kandi, dans la Lipori. Il y en a dans les collines, dans la commune de Ouessé. Il y en a dans le Zou, dans la commune d'Abomey, dans le plateau, dans la commune de Kétou et dans le Koufou, dans la commune de Lalo. Donc, je vais mettre mon adresse mail dans le chat et on pourra discuter. Ok, merci beaucoup. Et plus largement, il y a aussi pas mal d'appels à partenariat dans le chat. Donc, il y a certains participants et participantes qui ont laissé leur contact et que je vous invite à regarder. La deuxième question, c'est plus pour Inades, donc Sidoine. Il y a Monsieur Abdelkarim du Maroc qui souhaiterait avoir des success stories et l'impact perçu des formations à distance réalisées. Donc, si tu veux bien nous apporter quelques éléments de réponse par rapport à ça, Sidoine, si tu es toujours avec nous. Allô? Bon, bon, s'il n'est pas là, je vais peut-être prendre les dernières questions qui ont été posées récemment dans le chat. Euh, il y a une question sur quelles sont les assurances d'insertion pour les apprenants, parce il ne faut pas former juste pour former. Peut-être cette question, gentille, toi, enfin vous, l'UBMAFAR qui avez travaillé plus aussi sur cette dimension d'insertion, est-ce que tu aurais des éléments de réponse un peu pour Monsieur Cher Adama Fall? Ok. Et le dispositif de formation que nous avions mis en place a pris en compte le volet formation et l'accompagnement à l'insertion des jeunes. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, nous avions formé les jeunes sur 12 mois de formation. Donc, à la fin de ces formations, en groupe, ils ont établi des projets d'installation. Donc, c'est à partir de ces projets d'installation que nous avions fait des fournitures de matériel et d'équipement et aujourd'hui, ils sont en activité. Donc, nous n'avions pas que formé, mais nous avions accompagné, mobilisé les familles à trouver des espaces où les jeunes pouvaient produire, où les jeunes pouvaient trouver de la clientèle parce que nous avions également travaillé avec nous avions fait des formations sur le marketing et avec l'implication des bénévoles qui ont, à partir de leurs relations, mobilisé d'autres acteurs pour pouvoir assurer la phase d'insertion des jeunes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh bien, merci. Bon, ce sont des éléments de réponse plutôt par rapport à votre expérience, donc je pense que ça rentre bien
dans la préoccupation de la personne qui a posé la question. Après, il y a aussi deux questions qui sont revenues par rapport à un peu l'approche genre dans les initiatives, la place qui a été donnée aux femmes et aux minorités. Est-ce que quelqu'un parmi les intervenants souhaiterait apporter des éléments par rapport à ça dans le processus ou les démarches que vous avez adoptées? Oui, alors merci, bonjour. Bona Désiré, membre équipe projet à Mosefak. Oui. Par rapport à l'expérience sur le genre chez nous, nous avons d'abord, pendant la capitalisation du projet, nous avons conçu l'équipe projet où nous avons mis et les femmes et les hommes de manière équilibrée. Et le comité de pilotage qui était composé de 5 personnes, il y avait des femmes et des hommes. Et aussi, il y a eu des personnes vulnérables, par exemple, dû à une malformation de naissance. On a tenu compte parce que nous avons jugé qu'il fallait travailler avec tout le monde. Et au niveau même des centres, là où nous étions en train de faire des diagnostics, là où nous étions en train de faire la collecte des données, nous avons tenu compte des référents femmes et hommes, des familles femmes et hommes, et même des personnes handicapées et des personnes vulnérables, ce qui nous a permis de comprendre de manière claire les différentes difficultés qui peuvent s'opposer si on est homme, femme, face à l'activité agro-pastorale ou face à l'activité de formation au niveau du centre comme co-formateur ou comme famille. Donc, nous avons toujours tenu compte parce que les réalités ne sont pas toujours les mêmes si c'est le genre masculin ou féminin. Merci. Merci beaucoup à l'équipe d'Amosefak. Comme je vois le temps filer, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf si Sidoine, il est toujours là et qu'il souhaite apporter une réponse à la question posée par rapport aux success stories et impact de la formation à distance. Mais sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un échange très riche et il y a pas mal de contacts qui sont aussi échangés via le chat, donc profitez pour prendre des contacts de personnes qui pourraient vous intéresser par la suite pour des partenariats ou par rapport aussi aux questions d'intégrer les réseaux nationaux. Je ne sais pas si Marie ou mes collègues ont d'autres choses à rajouter. Bon, merci à toutes et à tous pour votre participation. Je réitère encore un grand remerciement à nos 4 intervenants aujourd'hui. Et le support, le replay sera partagé avec vous, avec le support de présentation. Et nous, on dit à bientôt à certains d'entre vous qui participeront à l'atelier en présentiel. Et encore merci pour votre participation active. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci à tous les intervenants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tout le N'oubliez monde. pas de partager vos contacts, les contacts. Il ne faut pas oublier de partager ça. Oui, effectivement. En fait, juste peut-être avant que tout le monde parte, juste préciser que les contacts des réseaux nationaux sont indiqués sur le site internet du réseau phare dans la partie gouvernance. Donc, si vous voulez vous rapprocher aussi des réseaux nationaux de chaque pays, n'hésitez pas à aller voir là-dessus et on partagera le lien aussi dans les ressources du webinaire. Allez, Et les merci. contacts de tous les porteurs de projets sont aussi sur le Voilà. site. Merci. Oui. C'est tout ça. Et dans les fiches qu'on vous a déjà envoyées, vous avez les contacts mail. D'accord, merci. Merci à vous. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.